Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Jade, qui souffre de la pression que son compagnon fait reposer sur ses épaules, dans le cadre de leur sexualité, depuis qu'il a été victime d'une lésion cérébrale. Bonjour Lucille, je m'appelle Jade, j'ai 28 ans, je suis en couple depuis 5 ans avec le même homme, avec qui je me sens vraiment en sécurité et remplie de confiance. Voilà, ça m'apaise énormément. La partie qui est plus compliquée, c'est notre vie sexuelle. Ça avait plutôt bien démarré. Au début, c'était même assez explosif, intense. Et mon compagnon a eu une liaison cérébrale qui a fait que ça provoquait un changement dans sa sexualité, avec des difficultés d'éjaculation et pour atteindre son plaisir. Et petit à petit, ça m'a fait porter de plus en plus de poids. Lui, il sait très bien comment faire pour me faire plaisir, mais moi, ça me met dans une position où j'ai l'impression que quoi que je fasse, j'arriverai pas à lui faire autant plaisir qu'il me fait plaisir. Et récemment, on a pu en discuter sur le fait que moi, ça me met beaucoup de pression parce que pour lui, son intérêt pour avoir une sexualité, c'est seulement mon plaisir à moi. Et du coup, les fois où je n'arrive pas à prendre plaisir avec cette pression sur mes épaules, il est déçu et on n'arrive plus à avoir une sexualité légère comme par le passé. On avait parlé du fait d'aller voir un sexologue, mais lui n'est pas vraiment pour. Et du coup, voilà, moi, j'aurais bien aimé. En tout cas, on peut quand même en parler librement entre nous. Mais je sens qu'il y a des choses à aller changer, des croyances, des exigences. Voilà, pour avoir beaucoup moins de pression et retrouver du plaisir sur tous les plans de notre vie. Chère Jade, je crois qu'ils sont rares les moments où les deux personnes du couple sont sur exactement la même longueur d'onde et avec exactement la même disponibilité mentale et sexuelle à un instant précis. Parfois, l'un ou l'autre traverse un moment de déprime ou un souci de santé. Il arrive que ces moments durent quelques mois et même quelques années. Il y a alors une inégalité de désirs et de besoins. C'est là qu'on se rend compte combien la sexualité partagée sur des années avec quelqu'un est fragile. Moi, quand je vais mal, j'ai une tendance à faire comme votre conjoint, c'est-à-dire à reporter toute mon attention sur l'autre. Je compense mes faiblesses par un surinvestissement dans le plaisir de l'autre. Je sais que c'est un défaut, et les personnes qui ont partagé ma vie l'ont vite découvert, ce qui leur permet de réagir au mieux à ces moments-là. C'est devenu un symptôme en quelque sorte, le signal que quelque chose n'allait pas. Mais il arrive aussi que parce que j'en ai vraiment besoin, j'accepte que l'attention de la personne soit tournée tout à fait vers moi. On sait maintenant que l'orgasme soulage certaines douleurs physiques et mentales, et je l'accepte aussi parce que je sais que ce n'est pas une situation qui va durer, et que les places et les investissements vont changer par la suite. Le problème n'est donc pas de ne pas être totalement sur un pied d'égalité, mais de vouloir remplacer l'illusion d'une égalité par une routine qui écrase. Là, votre partenaire ne vous propose qu'un seul type d'échange possible. Il vous impose une situation. Et quand on sait combien le plaisir et l'orgasme peuvent être difficiles à atteindre quand on est une femme, rajouter une pression supplémentaire de disponibilité et de résultat à ce plaisir est encore plus compliqué. Il me semble que vous avez besoin que tout ça ne soit plus à sens unique, que les cartes puissent être redistribuées parfois, que le jeu retrouve sa place. C'est la base, je pense, pour faire perdurer l'envie et le désir. Peut-être qu'une piste à envisager serait de ne plus, de votre côté, faire reposer toute votre sexualité sur la sexualité partagée avec votre partenaire. Je ne vous parle pas d'aller voir ailleurs, mais bien de continuer à nourrir votre imaginaire sexuel et votre désir de votre côté, voire de vous donner du plaisir en solo. Tout ça de manière à ne plus être dépendante de ces moments-là pour tout ce qui concerne la sexualité dans votre vie, mais aussi pour apporter la légèreté qui manque à vos moments à deux sur le plan sexuel.
Vous pourriez y gagner en confiance et en force pour exprimer votre avis et vos besoins, qu'ils soient de l'ordre de la pratique ou au contraire de la non-pratique. Parce que vous avez le droit de ne pas avoir envie aussi. D'être fatigué, d'être déprimé, de vouloir qu'on lâche votre corps pour partager d'autres formes de complicité et de tendresse. Ce qui manque vraiment ici, c'est la place à toutes ces possibilités. La sexualité semble être régie chez vous par un seul moteur, votre compagnon, et à travers un biais spécifique, qui est celui de la compensation et du surinvestissement. C'est normal que vous arriviez à saturation. Vous avez besoin de retrouver ensemble toutes les formes de sexualité, des raisons multiples, des tendresses et des complicités différentes. Cela passe d'abord par une grosse conversation, puisque monsieur refuse de demander des conseils à des personnes habilitées à en donner. Et une vigilance pour éviter que les travers reprennent le dessus à la moindre faiblesse. Cela passe aussi par de moins grosses conversations, mais plus courantes, parce que vous parler est la meilleure façon de continuer à partager des choses sur le plan sexuel, mais pas que. Vous parlez de vos désirs, de vos envies, de vos non-envies, de vos inspirations érotiques, de vos curiosités, de votre besoin de rentrer dans votre bulle et qu'on vous fiche la paix. Tout ça est aussi une preuve d'amour et de confiance. C'est ce que votre compagnon a besoin de comprendre. Pour parler de l'équilibre sexuel, j'ai téléphoné à Angela Bono, sexologue et créatrice du compte Instagram Sexo Eros. Comment gérer la pression de l'épanouissement et du plaisir sexuel quand on est le partenaire de quelqu'un qui a des problèmes de santé qui impactent sa sexualité ? Moi, je pense que ce qui est important de savoir, c'est que faut pas faire dépendre en fait son plaisir sexuel et son épanouissement sexuel sur. Enfin, ça ne dépend pas en fait de la partenaire ou du partenaire avec qui l'on est. En fait, la sexualité à deux doit être en fait vue comme une pratique parmi tant d'autres qui peut permettre en fait un épanouissement sexuel, mais il n'y a pas que cela. Et donc c'est vrai que j'aurais tendance à proposer aux personnes d'aller vers le plaisir pour soi et se faire plaisir avec de la masturbation par exemple. Et après, je pense aussi que c'est important pour la personne qui est en décalage de se mettre en fait un peu en retrait pour en fait donner de l'espace au désir ou au non-désir de la personne qui soit est en demande, soit qui a la problématique et le problème de santé en fait. À différents moments de la vie, les partenaires sexuels n'ont pas les mêmes capacités à prendre du plaisir. Je pense en particulier dans les cas de les post-grossesse ou même la grossesse ou n'importe quel problème de santé en réalité. Comment on gère cette inégalité et la culpabilité qui peut en découler ? Alors ça va paraître un peu bateau, mais je pense que c'est la première chose en fait, c'est d'en discuter, de pouvoir communiquer en fait sur cet état, sur le ressenti en fait que l'on a à ce moment-là. Et de pas en fait en faire une généralité. Souvent, ce qui se passe, de généraliser la situation, comme si cet état inégalitaire, si on peut dire, allait être quelque chose qui allait se perdurer en fait déjà dans le temps. Et en plus de ça, quand l'autre en fait sait ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile en fait. De s'adapter et de se mettre au rythme de l'un et de l'autre. Je pense que la communication, elle va permettre en fait de réfléchir ensemble à qu'est-ce qui fait que les capacités ou les envies sont inégales à un moment donné précis de la relation. Se poser la question si c'est en lien avec des éléments extérieurs, si c'est propre à soi, si c'est comme tu disais lié à la grossesse, Et ça permet en fait d'enlever en fait une pression et de se mettre en tout cas plus ou moins au même niveau. Par rapport à la culpabilité, je pense que elle apparaît en fait quand on croit qu'on répond pas à un contrat, à ce qu'on doit faire. Ce qui me paraît important, c'est que dans la sexualité, il y a pas de devoir. En fait, il y a uniquement des envies, des désirs, des choix. Et après, évidemment, ça n'empêche pas d'être bienveillant et de souhaiter répondre en fait aux envies du partenaire qui peuvent être différentes et de voir ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Mais je pense que c'est important de pas avoir l'impression
qu'on doit faire quelque chose. Et puis ça nécessite cette conversation, une grande honnêteté entre les partenaires, parce que même si on est un peu moins disponible que d'habitude, parce que on est déprimé, parce que physiquement on peut pas, il faut quand même pouvoir l'admettre, et ça c'est parfois difficile. Ouais, tout à fait. C'est admettre qu'on ressent que qu'on n'est pas disponible, que notre sexualité a changé, et de voir que ça n'est pas grave en fait, et que ça ne va pas s'imposer à nous aussi et à la relation et au couple. Et souvent, pourquoi il n'y a pas la communication, c'est souvent qu'on a peur que l'autre réagisse mal et tout cela, quoi. Comment avancer sur les problèmes de sexualité quand l'un des deux partenaires refuse d'aller chez un ou une sexologue ? Et est-ce que ça peut être utile de quand même faire la démarche en solo ? Alors, et on va pas se mentir, c'est vrai que c'est difficile d'avancer sur un projet sexuel de couple lorsqu'un des deux, en fait, ne veut pas faire la démarche. Après, le partenaire peut être simplement contre l'accompagnement d'un tiers, mais peut, au sein même du couple, s'engager pleinement, s'investir en fait de façon autonome. Donc, ça peut être aussi juste le rejet qui s'insère dans cette problématique. Après, je pense que la démarche en solo, elle va être intéressante pour comprendre, pour être écoutée aussi, pour déculpabiliser aussi la personne qui rencontre la problématique, et aussi permettre peut-être d'amorcer un début de changement, peut-être une envie du partenaire qui ne veut pas, de se dire tiens, finalement en fait c'est peut-être possible. Après, c'est sûr que ça va être plus long, ça va être plus difficile, et ça va surtout faire reposer à partir d'un certain moment la charge sur la personne qui consulte seule le sexologue. Mais du coup, on peut quand même faire cette démarche. Si on a un souci de couple, mais que l'autre personne ne veut pas s'engager dans la thérapie, on peut quand même faire cette démarche de prendre un rendez-vous. On risque pas d'être mis à la porte ou de dire... Non, du tout. Non. Moi, j'ai des patients et des patientes qui viennent me voir, et où le partenaire ou la partenaire est en refus. Pour autant, on peut avancer ensemble. Et ce qui est important, je pense aussi, c'est de pouvoir avoir une parole totalement libre en consultation, de peut-être dire que ça nous blesse, ça nous perturbe aussi, que le ou la partenaire ne souhaite pas. Et ça fait du bien aussi de lâcher tout ça. Donc c'est une démarche qui peut être faite et qui peut être utile, même si elle représente quand même pas l'idéal. Voilà, c'est pas l'idéal. Ça sera moins impactant en fait pour la notion d'avancement, pour qu'il y ait des choses qui bougent beaucoup. Mais je pense que ça peut être déjà un moyen de compréhension et un moyen de soulagement en fait aussi, pour toutes les problématiques autour de la sexualité. Ouais. Et puis j'imagine aussi que l'autre personne peut se rendre compte que son conjoint ou sa conjointe fait ce travail-là de son côté, et peut-être en cours de route décide de s'ajouter au travail de thérapie, peut-être convaincu par les avancées qu'il y a eu déjà. Tout à fait. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il y en a un qui s'engage dans quelque chose, l'autre se dit en fait, c'est quand même quelque chose d'important. Et finalement, il y a peut-être quelque chose à trouver dans cet accompagnement-là. Donc il y a juste un besoin d'impulsion, quoi. Ouais. On a une question rituelle. C'est quoi les conseils culturels, donc ça peut être livres, séries télé, films, que vous pourriez nous donner comme conseils pour sur le sujet ? Alors, j'ai longuement réfléchi, mais j'ai pas trouvé de lecture précise sur le sujet exactement. Je sais qu'il y a les livres de Sébastien Landry, qui est sexologue et qui s'est beaucoup spécialisé autour de la sexualité, autour en fait de la maladie. Et donc c'est vrai que il y a pas mal dans ces livres de conseils autour de ça, que ça soit pour la personne qui est malade et aussi pour la personne qui est dans le couple mais qui n'est pas qui accompagne. Mais après on est assez je pense assez pauvre au niveau de ce sujet-là. Et puis après, je pense que ce qui est important, c'est de pas forcément se dire que il y a une anormalité, et d'aller vers tous les livres qui parlent de sexualité, que ça soit autour de la masturbation, comme on disait, de pas penser que le plaisir sexuel c'est uniquement à travers le ou la partenaire. Et donc tout ça, ça peut être regarder et partager ensemble dans le couple. Merci Angela Bonneau. Merci beaucoup, avec plaisir. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir ou redécouvrir l'essai « Je jouis comme je suis ».
d'Emily Nagoski, qui décrypte les mécanismes du plaisir féminin. Mais je vous invite aussi à chercher dans vos bibliothèques et à la librairie des guides de massage pour commencer par vous reconnecter avec vos corps, votre sensorialité et redécouvrir la tendresse et la montée du désir. L'orgasme n'est pas une fin en soi. Se toucher, continuer à se toucher, est primordial. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à ccomplicqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail ccomplicqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.